parler de ce projet, avant de vous parler de ce projet, je vais insister sur 2 points. Le premier point, c'est pourquoi ce projet. Ce projet est né de la réflexion issue du programme Averroès, lequel a commencé, comme je vous l'ai dit, en 2008, et dans lequel l'université de Constantine, mais aussi d'autres universités qui sont ici représentées, comme par exemple Tizi Ouzou, mais également Tlemcen, Oran, d'autres universités de toute l'Algérie, ont été partie prenante. C'est que beaucoup de ces projets, notamment les capacités building, qui sont faits, comme on vous l'a dit, pour le transfert de compétences et de capacités, c'est-à-dire de structuration d'une institution en vue d'un objectif donné, étaient émanés d'institutions européennes. C'est-à-dire que la problématique, le besoin, était analysé par des Européens qui venaient dire « vous avez besoin de ça ». En gros, ce qui se passait, c'est que les Européens avaient envie de faire ce projet. Ça, c'est le projet qu'on a envie de faire, et on vous demande si vous voulez bien être partenaire. Et en analysant et nous avons, nous aussi, fait cela. On a été dans plusieurs projets comme coordinateur. Je citerai par exemple le projet Défi Averroès, qui a été un des premiers projets issus du programme Averroès et qui visait à la création de bureaux de liaison université-entreprise dans les universités. Et Constantine, d'ailleurs, je crois, faisait partie aussi de ce projet avec d'autres universités algériennes. Donc, c'était le partenaire européen qui proposait. Et au bout d'un moment, un certain nombre de partenaires du Maghreb, dont l'université de Constantine et à l'époque sa vice-rectrice, Madame Farida Ouba, mais aussi des vice-présidents d'universités du Maroc et de Tunisie, nous ont dit « mais pourquoi ce ne seraient pas nos besoins qui seraient pris en compte? C'est vous qui les formulez, alors que nous sommes les premiers à les connaître et à mettre le doigt là où ça fait mal. » Et donc, on a analysé la raison pour laquelle les partenaires algériens, tunisiens, marocains n'étaient pas eux-mêmes coordinateurs de projet, alors qu'ils le pouvaient depuis l'origine du programme Tempus, lequel a commencé en 1991. Donc, c'est un vieux programme très prospère, puisqu'il continue encore aujourd'hui sous un autre nom, mais c'est exactement les mêmes objectifs et quasiment les mêmes modalités. Donc, nos partenaires algériens, tunisiens, marocains, bon, je vais garder algériens pour faire court, nous ont dit, ben, on a tellement de contraintes, on a tellement de difficultés administratives et financières à gérer, des comptes à devises, à faire face à nos contrôleurs des dépenses ou contrôleurs financiers selon la terminologie dans les différents pays, à pouvoir engager des dépenses sans avoir fait passer par le code des marchés publics, etc. Ensuite, on n'a pas de comptabilité analytique et l'Europe nous la demande. Ensuite, personne chez nous ne sait faire ça et personne ne veut prendre le risque. Et puis, on a donc compris qu'il ne suffisait pas de dire à nos partenaires européens « faites des projets, montez-les, soyez coordinateurs ». Il fallait d'abord identifier les barrières et les lever pour leur donner la véritable capacité, c'est-à-dire les compétences et les moyens nécessaires. Et donc, à l'issue de cette rencontre qui avait lieu à Trento, nous avons décidé de monter un projet qui allait s'attaquer aux racines du problème, c'est-à-dire construire les moyens, les véritables capacités, compétences et moyens de donner aux universités du Maghreb la capacité à être coordinateur, c'est-à-dire à proposer les projets dans les domaines qui sont stratégiques pour eux, peut-être pas aussi stratégiques pour les Européens, de renverser la vapeur. Selon le vieil adage, ne leur donne pas du poisson, apprends-leur à pêcher. Et c'était un peu l'objectif. Mais la demande est vraiment venue du terrain et je dois rendre hommage notamment à l'université de Constantine et Madame Ouba qui a précédé Madame Nadia Zilev dans cette démarche. Il nous a fait toucher du doigt qu'on ne prenait pas les problèmes par le bon angle. Alors Courbet,
on a aimé ce nom de compère, parce qu'en France, ça a un sens d'être compère. C'est à la fois on est copains, on est amis, mais on est aussi complices pour faire quelque chose ensemble. L'origine du mot compère, c'est les parrains et les marraines dans la cérémonie chrétienne du baptême, qui vont soutenir l'enfant baptisé tout au long de sa vie. Donc, au-delà des religions, peu importe, le symbole nous a semblé intéressant. Que compère soit une espèce de parrainage d'institutions, les unes plus avancées, les autres moins avancées, pour porter quelque chose qui allait vivre au-delà, bien sûr, de ce parrain et marraine. Et voilà pourquoi compère. Bien sûr, on a trouvé l'acronyme compétences en réseau européen pour les projets européens. Mais le fond, c'est ça, c'est un parrainage. Voilà le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point, c'est que rien ne réussit sans la volonté stratégique du terrain. On peut semer toutes les graines qu'on veut, on peut porter tous les beaux projets qu'on veut, on peut avoir beaucoup de succès, être même un projet visible que l'Europe va mettre dans ses plaquettes ou que l'université va célébrer au cours de manifestations de ce genre. Si le terrain ne porte pas ce qu'on a semé, ça ne servira à rien. Or, les risques sont grands. Je vais vous en parler de ce projet, je reviendrai sur les risques. Rien n'est jamais gagné tant que le terrain lui-même ne se sent pas responsable de ses propres projets, c'est-à-dire met tout ce qu'il faut, tout l'engrais qu'il faut pour que la graine germe et se développe. Donc voilà, c'est un double défi, un transfert complet de moyens et de capacités, à la fois en termes de compétences et de structures, pour faire que les pays du Maghreb puissent développer eux-mêmes leurs propres projets, ce que l'Europe le permet. Et deuxièmement, de réfléchir ensemble aux moyens de rendre ça pérenne, et ce n'est pas le moindre des défis. Donc c'est un projet qui a été sélectionné en 2013, il se terminera en juillet 2017, donc nous sommes vraiment dans la dernière phase du projet, et il a été co-construit, donc nous l'avons construit ensemble. Il n'a pas été un projet comme vous avez sans doute été souvent associé. On vous envoie le projet fait, on vous dit envoyez-nous votre mandate ou votre partnership statement. Non, ce genre de projet, en général, vous êtes dedans, vous en tirez un petit bénéfice, mais ce n'est pas votre projet. Celui-ci a été co-construit, on a entièrement fait le plan de travail ensemble avant même de soumettre le projet. Et l'université de Constantine devait nous accueillir pour faire ça. Malheureusement, il y a eu un attentat désastreux dans une montagne de Kabylie contre un Français à l'époque, et on a dû se retourner sur l'université de Nice. Mais pour vous dire, l'université de Constantine était à l'origine. Donc c'est un programme structurel, on vous l'a expliqué, c'est-à-dire que les ministères sont partie prenante et ont l'intention de déployer les solutions à l'échelle nationale. Ce n'est pas encore gagné du côté algérien, mais ça, on y travaille. Et il va y avoir une phase d'évaluation des résultats dans lequel, je l'espère en tout cas, le ministère algérien sera partie prenante pour vérifier de visu si ça marche ou si ça ne marche pas. Dans ce cas-là, il faut faire autre chose. C'est basé sur des sites pilotes parce qu'à l'échelle du Maghreb, on ne pouvait pas prendre toutes les universités, mais avec un objectif de déploiement ultérieur. La durée, c'est 4 ans et nous avons une subvention d'en gros 900 000 euros. Voilà les partenaires algériens, ministère de l'Enseignement supérieur, l'Université Fernand Toury de Constantine, le CDER, oui, c'est un mélange de structures de recherche et de structures d'enseignement supérieur, parce que nous formons à la fois sur des projets donc de type Erasmus+, mais également sur les projets H2020. L'université, nous avons voulu faire un défi supplémentaire, c'est de prendre une université qui n'était quasiment dans aucun projet européen, l'université de Ouargla. Là aussi, c'est une suggestion de M. Djekoun de l'université de Constantine, qui nous a dit, mais prenez une université qu'on va faire monter ensemble. Voilà, au Maroc, nos partenaires, et également en Tunisie.
Le transfert de compétences se fait dans tous les sens, se fait à l'intérieur de la région Maghreb et se fait avec les partenaires européens qui ont chacune des expériences de succès sur les projets européens de coopération, qu'elles soient en recherche ou en formation. Je prends l'exemple du Waterford Institute of Technology. En 2000, c'est un institut de technologie de rang universitaire, mais qui n'a pas encore gagné son statut d'université en Irlande. En 2013, cette université n'avait aucun projet de recherche européen financier. Je dis aucun. Et elle n'avait très peu de structures de recherche, c'était un institut de technologie. Nous l'avons visité avec une délégation algérienne en fin 2015, début 2016. Ils avaient 13 millions d'euros reçus en projet européen. Pour vous dire que c'est possible. Il y a eu une volonté stratégique, appuyée par la région où est implantée cette université, qui a mis les moyens, la collectivité territoriale aussi, et l'université a défini sa stratégie. Ils sont passés de 0 million à 13 millions en 3 ans. J'ai pas dit en 10 ans, j'ai dit en 3 ans. Ce qui montre que c'est possible. Et donc ces expériences-là, c'est là-dessus que nous voulions nous nourrir. Donc les objectifs du projet, c'était de développer la capacité des établissements, non pas simplement à gérer ce qui est déjà un défi en soi, mais de les monter, puisque c'était ça notre objectif. Un projet durable, c'est un projet dont on est propriétaire. Quand on a sué sang et eau pour réaliser un projet, pour l'écrire, pour le déposer dans les délais, et ensuite pour dépasser toutes les contraintes que va vous faire votre agent comptable, votre contrôleur financier et vos partenaires, vous saurez faire ce projet. Vous saurez en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième. C'est l'essuyage des plâtres qui coûte. Et donc, si on ne commence pas par le montage, on n'a jamais réellement gagné l'expertise. Donc, vous pourrez dire que vous serez expert quand vous aurez vous-même monté, gagné et essuyé les plâtres de la gestion d'un projet européen. Et vous allez vous faire des cheveux blancs, je vous le dis d'avance. Donc, on a voulu créer des cellules projets européens dans 12 sites pilotes des 3 pays et on a formé 54 experts. C'était le maximum qu'on peut former. On aurait voulu prendre davantage de sites pilotes, mais former 54 personnes de profils différents, de panoramas différents, de besoins différents entre un centre de recherche et une université, etc. C'était notre maximum. Et nous sommes rentrés dans la phase de transfert de compétences, je reviendrai ensuite. Notre deuxième argument, c'était qu'on ne maîtrise que ce qu'on est capable de transférer à d'autres. Vous êtes des pédagogues, vous le savez très bien. La meilleure garantie de l'acquisition de connaissances, c'est le transfert. Donc nous sommes maintenant en phase de transfert. Nous verrons demain la capacité de la cellule pilote de Constantine de transférer ses compétences, ses connaissances à d'autres. Une fois que le transfert sera fait, nous devons passer au stade de l'évaluation externe de ces cellules pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles cellules sont performantes, quelles cellules ne sont pas performantes. Celles qui sont performantes auront un certificat de performance en matière de montage et gestion de projet européen, qui n'est pas du tout une certification normative ISO 9001, hein, bien sûr, mais qui est une certification validée par des experts externes, des spécialistes de la démarche qualité, par le ministère et par des experts européens spécialistes des projets européens. Et donc, avec ces évaluations, le ministère algérien aura tout en main pour décider ou non, si ça marche, de déployer à l'échelle nationale ce dispositif. Voilà l'objectif. Créer un dispositif que l'on peut évaluer objectivement de façon ensuite à en mesurer les bénéfices et les coûts éventuels. On ne fait rien sans mettre la main à la poche, bien entendu. Donc, pour réaliser ce projet, nous sommes partis d'un état des besoins et des contraintes. On ne fait rien sans savoir d'abord d'où on part. Ça s'appelle faire un gap analysis pour ceux qui travaillent sur la gestion de projet dans les cycles d'ingénieurs notamment. On part du gap. Quel est le gap? Quel est l'écart entre là où nous sommes et là où nous voulons aller?
besoins, contraintes. C'est-à-dire savoir faire une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des contraintes. Ça a été fait et il y a une étude qui a été publiée sur les contraintes et les besoins de l'Algérie. Demain pour la Tunisie et le Maroc. Et on s'est rendu compte que 2/3 des besoins et des contraintes étaient identiques. Le Maroc ayant pris une petite avance en matière de projets européens pour lesquels il s'était doté d'outils un petit peu plus performants. Ensuite, nous avons bâti un référentiel de compétences. Quelles sont les compétences à maîtriser pour pouvoir monter et gérer un projet européen? Ce référentiel a été réalisé par l'université de Tlemcen et il est maintenant le référentiel national en montage et gestion de projets européens. Il a été validé par le ministère. À partir de ce référentiel, nous avons bâti un plan de formation qui définit donc partant des compétences, va vers ce qu'on doit enseigner. Et ce plan de formation a été entièrement exécuté, 5 semaines de formation réparties sur la durée du projet. Et maintenant, les cellules projets européens sont installées dans un local, j'imagine, je l'espère, avec du matériel et des logiciels pour lesquels ils ont été formés. Nous avons ensuite défini une méthodologie du transfert et une méthodologie de l'évaluation qui ont été communiquées à tous les sites. Et donc, nous sommes en phase de transfert des compétences du personnel vers d'autres établissements, à l'intérieur de l'université, les autres facultés, et vers les établissements de leur voisinage. Et alors, nous avons déployé en décembre 2016 2 plateformes nationales. Nous avions une plateforme unique pour l'ensemble où tous les tutoriels, toutes les formations, toutes les études, tous les référentiels, tous les plans de formation, tous les profils d'emploi ont été mis. Et maintenant, nous l'avons installé pour l'Algérie à l'université de Constantine. Et il vous suffira de vous adresser à l'université de Constantine pour avoir des codes d'accès. Et avec ces outils-là, c'est des tutoriels très très simples qui sont faits pour former et informer quiconque veut connaître quelque chose sur les projets Erasmus, H2020, les budgets, la propriété industrielle, intellectuelle et toutes les questions relatives aux projets européens. Et il y a des mémentos, des fiches pratiques, des mémentos, enfin, c'est vraiment une plateforme d'auto-formation à distance. Donc, prochainement, vous y aurez accès. Et cette plateforme, bien entendu, est la vôtre. Elle ne vivra que si elle est mise à jour avec tout ce que vous faites et les projets dans lesquels vous êtes, les leçons acquises, les formations que vous faites vous-même. Pour la pérennisation, nous avons créé des liens entre les universités du Nord et du Sud et intra-Maghreb pour créer ce réseau régional d'experts en projet. Pour s'aider, est-ce que quelqu'un sait comment on traite la propriété intellectuelle dans ce cas? Est-ce que le coût de je ne sais quoi est éligible dans H2020? Comment on calcule l'amortissement? Toutes questions qui sont des questions qui se posent quand on monte un projet. Et donc, il y aura toujours un expert pour répondre. L'autre idée, c'est qu'on ne monte dans un train souvent que par des strapontins ou un petit marchepied tout modeste. On n'est pas d'emblée dans H2020 coordinateur d'un gros projet à 10 millions d'euros. Mais on rentre par un petit bout, une activité, un work package, et de là, on se construit son réseau, et la prochaine fois, on sera dans un plus gros projet avec plus de responsabilités. Donc c'est à ça que ça sert. Donc voilà, nos défis, c'est ça. C'est que la participation augmente, mais une vraie participation, pas juste une participation parce que finalement vous connaissiez quelqu'un et qui vous donne pour 10 000 euros de travail dans un projet. On veut aussi définir de nouveaux profils de compétences et d'emploi. On ne fait pas du bricolage. Les projets européens, c'est un métier. On ne gère pas des projets européens comme on gère autre chose. La réglementation européenne en matière administrative et financière est très rigoureuse. Et si vous ne la respectez pas, vous rendez l'argent. Je vous laisse deviner quelles difficultés vous allez rencontrer si vous devez rendre de l'argent à l'Europe. Déjà, pour nous, ce n'est pas forcément facile. Donc, il faut de nouveaux profils d'emploi. C'est un des défis qu'on devra travailler avec votre ministère.
apporter de la reconnaissance professionnelle aux gens qui ont été formés pour qu'ils soient les noyaux de ce changement, garantir la pérennisation au-delà du projet. Donc les présidents et recteurs qui sont partenaires du projet ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent à maintenir les personnels 3 ans après la fin du projet. Donc ou à former de nouveaux personnels pour garantir cette pérennité, le déployer, on verra bien, et monter ensemble. Donc, qu'est-ce que nous avons obtenu? Un référentiel de compétences validé, c'était un très gros travail. Un plan de formation qui a été réalisé, 54 experts formés. Alors là, c'est pas évident parce que de temps en temps, dans certaines universités, on a eu des départs, des mutations, des congés de maternité et autres aléas de la carrière professionnelle. Donc, c'est pas forcément un enjeu facile que de garantir que, in fine, à la fin du projet, 3 ans après, ou presque 4 ans maintenant, vous aurez ces 52 personnes en état de marche dans les cellules. C'est un des enjeux. Et donc, ces plateformes sont installées. Et donc, nous sommes à la phase de transfert de compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Nous n'avons, avant le déploiement national, ces cellules pilotes, donc celle de Constantine, a l'obligation, de par son statut de cellule pilote, d'organiser à votre demande dans la région de Constantine et dans les autres établissements, mais aussi dans les autres composantes, dans toutes les composantes, des sessions de formation sur les projets européens pour dynamiser la participation de l'Université de Constantine dans toutes ses composantes, formation et recherche, mais aussi des universités de la périphérie, les autres universités de Constantine, et puis les universités qui sont en périphérie de Constantine. Donc ça fait partie de leurs obligations. N'hésitez pas à les solliciter. Et donc, ils sont dans cette phase-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument performants, mais ils s'amélioreront en le faisant. Donc il nous reste à faire l'évaluation et la certification avant d'envisager sur le plan national comment ce dispositif peut être pérennisé. Mais je sais déjà que, par exemple, le référentiel de compétences a servi à produire une maquette de master pour éventuellement produire des masters formés au montage et à la gestion de projets européens, masters qui pourront être recrutés notamment par les universités. Et je vous invite à réutiliser les résultats du projet dans toute fin utile. Voilà, donc merci de votre attention.